Risible amour, séquence 2. Martin. Martin est capable de choses dont je suis incapable. D'accoster n'importe quelle femme dans n'importe quelle rue. Et je dois avouer que depuis que je le connais, et cela fait pas mal de temps, j'ai beaucoup profité de son talent. Car j'aime les femmes tout autant que lui, mais je n'ai pas son impétueuse audace. En revanche, Martin a commis la faute de réduire l'accostage à un exercice de virtuosité devenu une fin en soi. De sorte qu'il se compare souvent, non sans une certaine amertume, à l'attaquant généreux passant des balles sûres à son coéquipier, qui marque ainsi des buts faciles et récolte une gloire bon marché. Lundi après-midi, à la sortie de mon travail, je l'attendais dans un café de la place Saint-Vincelas, absorbé dans la lecture d'un gros livre allemand qui traite de l'ancienne culture étrusque. Il avait fallu plusieurs mois à la bibliothèque de l'université pour me procurer cet ouvrage, qu'elle avait emprunté pour moi en Allemagne. Comme ce jour-là, je venais enfin de le recevoir, je le portais avec moi telle une relique, et j'étais au fond tout à fait content que Martin se vît attendre, et de pouvoir feuilleter sur une table de café le bouquin tant désiré. Je ne peux songer à ces vieilles cultures antiques sans une sorte de nostalgie. De nostalgie et aussi d'envie à la pensée, sans doute de la douce lenteur de l'histoire de ce temps. L'ancienne culture égyptienne occupe plusieurs millénaires. L'Antiquité grecque a duré près de 1000 ans. À cet égard, la vie humaine imite l'histoire. Elle est d'abord enfouie dans une immobile lenteur, puis peu à peu, et de plus en plus, elle s'accélère. Il y a 2 mois, Martin a franchi la quarantaine. L'aventure commence. C'est lui qui coupa court à ma méditation. Il apparut soudain dans la porte vitrée de la brasserie et s'avança vers moi, avec des grimaces et des gestes expressifs, en direction d'une jeune fille assise à une table, devant une tasse de café. Il s'assit près de moi sans la quitter des yeux et me demanda « Qu'en dis-tu » Je me sentis honteux. C'était vrai, j'étais si profondément plongée dans mon livre que je n'avais pas encore remarqué la jeune fille. Il fallait admettre qu'elle était belle. Au même moment, elle redressa le buste, appela le maître d'hôtel au nœud papillon noir. Elle voulait payer. « Paye, toi aussi », m'ordonna Martin. Nous pensions déjà qu'il faudrait courir après elle dans la rue, mais nous eûmes la chance qu'elle s'arrête encore au vestiaire. Elle y avait laissé un sac qu'une employée alla chercher je ne sais où, avant de le poser devant elle sur le comptoir. Puis la jeune fille tendit quelques pièces de 10 centimes à l'employé, et à ce moment-là, Martin m'arracha des mains mon gros livre allemand. « Mettons ça ici », dit-il avec un naturel souverain, et il rangea soigneusement le livre dans le sac de la demoiselle, qui sembla étonnée, mais ne sut que dire. « Ce n'est pas facile de tenir ce truc à la main », dit encore Martin, et il me reprocha de ne pas savoir me conduire, car la jeune fille s'apprêtait à porter elle-même le sac. Elle était infirmière dans un hôpital de province. Elle n'avait fait qu'1 saut à Prague et devait se dépêcher pour reprendre son quart. Il nous suffit de l'accompagner jusqu'à l'arrêt de tram pour apprendre l'essentiel à son sujet, et convenir que nous viendrions à B le samedi suivant, afin de retrouver cette charmante demoiselle qui devait certainement avoir une jolie collègue, comme Martin ne manqua pas de le souligner avec éloquence. Le tram arrivait lentement. Je tendis le sac à la jeune fille, qui fit mine de retirer le livre, ce dont Martin l'empêcha d'un geste magnanime. Qu'elle nous le rende samedi suivant, et le feuillette d'ici là. Elle riait d'un rire gêné. Le tram l'emportait, et nous lui adressions de grands signes. Je n'y pouvais rien. Le livre que j'avais si longtemps attendu se trouvait tout à coup dangereusement loin, à considérer les choses froidement. C'était assez fâcheux. Mais je ne sais quelle folie me soulevait sur ses ailes promptement déployées. Martin, sans perdre une minute, se mit à chercher des prétextes à l'intention de sa femme pour le samedi après-midi et la nuit du samedi au dimanche. Car c'est ainsi, Martin est marié, il a une femme jeune, et ce qui est encore pire, il l'aime. Et ce qui est encore pire, il en a peur. Et c'est ce qui est encore pire, il a peur pour elle. Un repérage réussi. J'empruntai donc une jolie Fiat pour notre expédition, et le samedi à 2h, je vins prendre Martin devant chez lui. Il m'attendait, et nous nous mîmes en route aussitôt. On était en juillet, il faisait affreusement chaud. Nous voulions arriver à B le plus tôt possible, mais quand nous aperçûmes dans un village 2 jeunes gens en culottes de gymnastique et les cheveux mouillés, j'arrêtai la voiture. L'étang n'était pas loin, derrière les maisons. J'avais besoin de me rafraîchir. Martin était d'accord. Nous mîmes nos slips de bain et nous plongeâmes. J'eus vite atteint la rive opposée, mais Martin ne fit que se tremper, s'ébrouer et sortir. Au moment de reprendre pied sur la rive, après avoir traversé l'étang en sens inverse, je le trouvai perdu dans une profonde contemplation. Un groupe d'enfants s'ébattait bruyamment sur la berge, des jeunes du village jouaient au ballon un peu plus loin.
Mais Martin gardait les yeux rivés sur le corps vigoureux d'une jeune fille qui se tenait à une quinzaine de mètres de nous et nous tournait le dos. Elle fixait, dans une immobilité presque parfaite, l'eau de l'étang. « Regarde, » dit Martin. « Je regarde. Et qu'en dis-tu ? Que veux-tu que je dise ? Tu ne sais pas ce que tu devrais en dire ? Il faut attendre qu'elle se retourne. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'elle se retourne. Ce qu'elle monte de ce côté-ci me suffit amplement. » « D'accord, mais nous n'avons pas le temps. »« Le repérage, » répliqua Martin. « Le repérage. » Et il se dirigea vers un gamin qui enfilait une culotte de gymnastique. « Petit gars, s'il te plaît, tu ne sais pas comment s'appelle cette fille ?» Il désigna la jeune fille qui gardait toujours la même pose, en proie à une étrange apathie. « Celle-là ? » ?»« Oui, celle-là. »« Elle n'est pas d'ici, » dit le gamin. Martin s'adressa alors à une fillette d'une douzaine d'années qui prenait un bain de soleil à côté de nous. « Petite, tu ne sais pas qui est cette fille, celle qui est debout au bord de l'eau ?» La petite se leva docilement. « Celle-là, là-bas ? » ?»« Oui. »« C'est Marie. »« Marie comment ? » ?»« Marie Panek, de Pouzdrani. » La jeune fille se tenait toujours au bord de l'étang, de dos par rapport à nous. Elle se penchait pour prendre son bonnet de bain, et quand elle se redressa et le mit sur ses cheveux, Martin était près de moi. « C'est une nommée Marie Panek, de Pouzdrani. On peut partir. » Il était tout à fait calme et rassénéré et ne pensait manifestement qu'à poursuivre le voyage. Un peu de théorie. C'est ce que Martin appelle le repérage. De sa vaste expérience, il a tiré la conclusion que le plus difficile pour quiconque a dans ce domaine de grandes exigences numériques n'est pas tant de séduire une fille que de connaître un nombre suffisant de jeunes filles que l'on n'a pas encore séduites. Il prétend donc que nous devons constamment, en tout lieu et en toutes circonstances, procéder au repérage systématique des femmes, ou en d'autres termes, inscrire dans un carnet ou dans notre mémoire le nom des femmes qui nous ont plu et que nous pourrions un jour aborder. L'abordage est un degré supérieur d'activité et signifie que l'on entre en contact avec telle ou telle, que l'on fait sa connaissance et que l'on s'en facilite l'accès. Ceux qui, avec vantardise, aiment à se tourner vers le passé insistant sur le nombre de femmes conquises, mais ceux qui regardent en avant, vers l'avenir, doivent d'abord se soucier et disposer d'un nombre suffisant de femmes repérées et abordées. Il n'existe, au-delà de l'abordage, qu'un seul et dernier degré d'activité. Et je me plais à souligner, pour faire plaisir à Martin, que ceux qui n'aspirent qu'à cet ultime degré sont des hommes misérables et inférieurs, qui rappellent les footballeurs villageois que l'on voit s'élancer tête baissée vers les buts de l'adversaire, oubliant qu'il ne suffit pas pour marquer un but, et plusieurs buts, du désir frénétique de shooter, mais qu'il faut d'abord jouer un jeu consciencieux et systématique sur le terrain. « Crois-tu que tu aies jamais l'occasion d'aller la voir à Pouzdrani ?» demandai-je à Martin comme nous roulions de nouveau sur la route. « On ne peut jamais savoir, » répondit-il. « En tout cas, fis-je observer à mon tour, la journée commence bien pour nous. » Le feu et la nécessité. Nous arrivâmes à l'hôpital de B, d'excellente humeur. Il était à peu près 3h30. Nous fîmes appeler notre infirmière par téléphone depuis la loge du concierge. Elle descendit un instant plus tard, en coiffe d'infirmière et blouse blanche, et je constatai qu'elle avait rougi, ce qui me parut un heureux présage. Martin prit promptement la parole, et la jeune fille nous annonça que son service se terminait à 7h. Elle nous pria de l'attendre à cette heure-là, devant l'hôpital. « Avez-vous déjà parlé à votre collègue ?» demanda Martin, et la jeune fille acquiesça. « Oui, nous serons deux. »« Parfait, » dit Martin. « Mais nous ne pouvons pas mettre mon ami devant le fait accompli. »« Bon, » dit la jeune fille. « On peut aller la voir, elle est en chirurgie. » Nous traversâmes lentement la cour de l'hôpital, et je demandai timidement. « Avez-vous encore mon livre ?» L'infirmière fit oui d'un signe de tête. Elle l'avait encore, et même ici, à l'hôpital. Je me sentis soulagée d'un poids, et j'insistai pour qu'elle aille d'abord chercher le livre. Bien entendu, Martin dut juger déplacé que je préfère, et si ouvertement, un livre à la femme qui allait m'être présentée. Mais ce fut plus fort que moi. Je dois avouer que j'ai beaucoup souffert pendant ces quelques jours où le livre sur la culture étrusque s'est trouvé hors de portée de mon regard. Il m'a fallu un gros effort de volonté pour le supporter, sans broncher, car je ne voulais en aucune circonstance gâcher le jeu. Cette valeur que j'ai appris à respecter depuis le temps de ma jeunesse et à laquelle je sais assujettir tous mes intérêts et désirs personnels. Tandis que je retrouvais mon livre avec émotion, Martin continuait de discuter avec l'infirmière. Il était même allé si loin que la jeune fille lui avait promis d'emprunter pour la soirée le chalet d'un collègue, près de l'étang de Hautère. Nous étions tous trois on ne peut plus satisfaits,
et nous repartîmes vers le petit bâtiment vert qui abritait le service de chirurgie. Juste à ce moment, une infirmière accompagnée d'un médecin traversait la cour en sens inverse. Ce médecin était un grand maigre ridicule, aux oreilles décollées, ce qui me fascinait. Notre infirmière me donna un coup de coude et je me mis à ricaner. Quand le couple s'éloigna, Martin se tourna vers moi. « Tu en as de la chance, mon vieux. Tu ne mérites pas une fille aussi superbe. » Je n'osais pas répondre que je n'avais regardé que le grand maigre, et j'exprimais donc une opinion flatteuse. D'ailleurs, c'était aucunement de ma part une marque d'hypocrisie. Je me fie plus au goût de Martin qu'à mon propre goût, car je sais que son goût est étayé par un intérêt beaucoup plus grand que le mien. J'aime en toute chose l'ordre et l'objectivité, y compris dans les choses de l'amour, et je fais beaucoup plus cas d'un connaisseur que d'un dilettante. Certains jugeront peut-être qu'il est hypocrite de la part d'un homme divorcé que je suis, et qui raconte justement une de ses aventures, assurément pas exceptionnelle, de se qualifier de dilettante. Et pourtant, je suis un dilettante. On pourrait dire que je joue ce que Martin vit. Il me semble parfois que toute ma vie polygame n'est qu'une imitation des autres hommes. Je ne nie pas trouver un certain plaisir à cette imitation. Mais je peux m'empêcher de penser qu'il y a dans ce plaisir ce je ne sais quoi de tout à fait libre, gratuit, révocable, qui caractérise la visite d'une galerie de tableaux ou la découverte de paysages exotiques, et n'est nullement soumis à cet impératif catégorique que je ressens derrière la vie érotique de Martin. Ce qui m'en impose chez Martin, c'est bien cet impératif catégorique, qu'il prononce un jugement sur une femme. Il me semble que la nature en personne, la nécessité elle-même, s'exprime par sa bouche. Le rayon du foyer. Quand nous sortîmes de l'hôpital, Martin me fit observer avec force que tout nous réussissait à merveille. Puis il ajouta « Ce soir, il faudra faire vite. Je veux être rentré à 9h. » Les bras m'en tombèrent. « À 9h ? Mais cela signifie qu'il faudrait partir d'ici à 8h. Il était inutile de venir dans des conditions pareilles. Je pensais que nous avions toute la nuit devant nous. Pourquoi veux-tu que nous perdions notre temps ? Ça ne rime à rien d'être venu ici pour 1 heure. Que veux-tu faire de 7 à 8 ? Tout. Tu as entendu, j'ai trouvé un chalet. Dans ces conditions, ça marchera comme sur des roulettes. Tout dépend de toi. Il faudrait que tu te montres suffisamment résolu. Et peux-tu me dire pourquoi tu dois être rentré à 9h ? Je l'ai promis à Jarmila. Nous faisons notre partie de cartes tous les samedis soirs avant de nous coucher. Grand Dieu, soupirai-je. Jarmila a encore eu des ennuis hier à son travail. Et tu voudrais que je la prive de cette petite joie du samedi ? Tu le sais, c'est la meilleure femme que j'ai jamais connue. D'ailleurs, tu seras content d'avoir encore toute la nuit devant toi à Prague. J'ai compris qu'il était inutile de discuter. Rien ne peut apaiser les craintes que Martin éprouve pour la tranquillité d'esprit de son épouse. Et rien ne peut ébranler sa confiance dans les infinies possibilités érotiques de chaque heure et de chaque minute. « Viens, me dit Martin. D'ici à 7h, il nous en reste encore 3. Nous n'allons pas chômer. » La supercherie. Nous nous engageâmes dans la grande allée du jardin public qui sert de boulevard aux habitants de la ville. Nous examinâmes plusieurs couples de jeunes filles qui passaient près de nous ou étaient assises sur des bancs, mais nous étions mécontents de leurs caractéristiques. Martin en aborda tout de même 2 avec qui il engageait la conversation, prenant même rendez-vous, mais je savais que ce n'était pas sérieux. C'est ce qu'il appelle l'abordage d'entraînement, exercice auquel il se livre de temps à autre, de peur de perdre la main. Contrariés, nous sortîmes du jardin public et gagnâmes les rues qui s'enfonçaient dans le vide et l'ennui de la petite ville de province. « Viens prendre quelque chose » dis-je à Martin. « J'ai soif. » Nous trouvâmes un bâtiment surmonté de l'inscription « Café ». Nous entrâmes, mais ce n'était qu'un self-service, salle carrelée, froide et peu accueillante. Nous nous dirigeâmes vers le comptoir pour acheter à une dame rébarbative de l'eau colorée, que nous allâmes ensuite poser sur une table maculée de sauce qui aurait dû nous inciter à sortir au plus vite. « Ne fais pas attention, » dit Martin. « La laideur a une fonction positive dans notre monde. Personne ne veut s'attarder nulle part. Dès que l'on est dans un endroit, on a hâte d'en sortir, ce qui donne à la vie le rythme souhaité. Mais ne nous y laissons pas prendre. Nous pouvons nous raconter pas mal de choses, protégés par la laideur tranquille de ce bistrot. » Il but sa limonade et me demanda. « As-tu déjà abordé ton étudiante en médecine ?»« Bien sûr que oui, dis-je. »« Et comment est-elle ? Décris-la-moi bien. » Je lui décrivis l'étudiante en médecine, ce qui ne me donna guère de mal, bien que l'étudiante en médecine n'existe pas. Oui, cela projette sans doute sur moi un jour défavorable, mais c'est ainsi. Je l'ai inventé. On peut me croire sur parole, je n'ai pas agi pour de noirs motifs, pour briller devant Martin ou pour le faire marcher. J'ai inventé cette étudiante en médecine pour la simple raison que je ne pouvais plus résister à l'insistance de Martin. Martin est extrêmement exigeant en ce qui concerne mon activité.
Il est persuadé que je rencontre chaque jour de nouvelles femmes. Il me voit autre que je ne suis, et si je lui disais franchement que je n'ai pas, de toute une semaine, possédé ou même effleuré une femme nouvelle, il me prendrait pour un hypocrite. Je m'étais donc vu contraint de lui raconter, quelques jours plus tôt, que j'avais repéré une étudiante en médecine. Il avait paru satisfait et m'avait encouragé à passer à l'abordage. Ce jour-là, il s'assurait de mes progrès. Et c'est de la classe de qui ? C'est de la classe de... Il ferma les yeux, cherchant dans la pénombre un point de comparaison. Puis il se souvint d'une amie commune. C'est de la classe de Sylvie ? C'est beaucoup mieux, dis-je. Martin s'étonna. Tu plaisantes. C'est de la classe de ta Jarmila. Sa propre femme est pour Martin le critère suprême. Martin fut très satisfait de mon rapport et s'abandonna à la rêverie. Un abordage réussi. Puis une jeune fille en pantalon de velours entra dans la salle. Elle s'avança vers le comptoir et attendit son eau colorée. Puis elle s'arrêta à une table voisine de la nôtre et elle but sans s'asseoir. Martin se tourna vers elle. « Mademoiselle, dit-il, nous ne sommes pas d'ici et nous voudrions vous demander quelque chose. » La jeune fille sourit. Elle était tout à fait jolie. « Nous étouffons et nous ne savons que faire. »« Allez-vous baigner ?»« Justement, nous ne savons pas où est la baignade dans cette ville. »« Il n'y en a pas. »« Comment cela ? » ?»« Il y a bien une petite piscine, mais voilà un mois qu'elle est vide. »« Et la rivière ? » ?»« On est en train de la draguer. »« Alors où peut-on se baigner ? » ?»« Il n'y a que l'étang de Haute-Air, mais c'est au moins à 7 kilomètres. »« Ce n'est rien, ça. Nous sommes en voiture, il suffirait que vous nous conduisiez. »« Vous serez notre nautonnier, dis-je. »« Plutôt notre pilote, dit Martin. »« Notre étoile, dis-je. » La jeune fille, déconcertée, accepta finalement de nous accompagner. Mais elle avait encore une course à faire et il fallait qu'elle aille chercher son maillot de bain. Nous la retrouverions au même endroit 1 heure plus tard exactement. Nous étions satisfaits. Nous la regardions s'éloigner, balançant joliment les fesses et secouant ses boucles noires. « Tu vois, dis-je Martin, la vie est courte, il faut profiter de chaque minute. » Éloge de l'amitié. Nous retournâmes dans le jardin public afin d'examiner les couples de jeunes filles assises sur les bancs. Mais quand l'une était jolie, ce qui arrivait parfois, sa voisine ne l'était jamais. « C'est une étrange loi de la nature, dis-je à Martin. La femme laide espère profiter de l'éclat de son amie plus jolie, et celle-ci espère briller d'un plus grand éclat sur le fond de la laideur. Il en résulte pour nous que notre amitié est soumise à d'incessantes épreuves. Et je suis très fière que nous ne laissions jamais ni au hasard, ni à la compétition, le soin de décider à notre place. Entre nous, le choix est toujours une question de courtoisie. Chacun propose à l'autre la plus jolie fille, et nous ressemblons en cela à 2 messieurs vieux jeux qui ne peuvent entrer dans une pièce, car ils ne sauraient admettre que l'un précède l'autre. « Oui, dis-je Martin attendri. Tu es un véritable ami. Viens, asseyons-nous un moment. J'ai mal aux jambes. » Et nous allâmes nous asseoir, le corps délicieusement renversé en arrière avec le soleil en pleine figure. Et nous laissâmes le monde, pour quelques minutes, poursuivre sa course autour de nous sans nous en soucier. La petite fille en blanc. Soudain Martin se dressa. Mu sans doute par un sens mystérieux, le regard braqué sur l'allée solitaire du parc où avançait une jeune fille en robe blanche. Même à distance, alors que l'on ne distinguait pas encore nettement les proportions du corps et les traits du visage, on devinait en elle un charme particulier, difficile à saisir, une sorte de pureté ou de tendresse. Quand elle passa devant nous, nous constatâmes qu'elle était très jeune. Ce n'était ni une enfant, ni une jeune fille. Ce qui nous mit aussitôt dans un état d'extrême excitation. Martin se leva d'un bond. « Mademoiselle, je suis le metteur en scène Forman. Vous savez, le cinéaste. » Il tendit la main à la petite jeune fille, qui, avec une expression d'extrême stupeur dans les yeux, la serra. Martin tourna la tête vers moi et dit « Je vous présente mon caméraman. »« Je m'appelle Londrissec, » dis-je, lui tendant la main à mon tour. Elle s'inclina. « Nous sommes bien embarrassés, mademoiselle. Je cherche ici des extérieurs pour mon prochain film. Mon assistant, qui connaît bien la région, devait nous y attendre ici, mais il n'est pas venu. Nous nous demandons par où commencer notre visite de la ville et des environs. Mon caméraman, plaisanta Martin, étudie la question dans ce gros livre allemand, mais malheureusement il n'y trouva rien. » Cette allusion au livre dont j'avais été privée pendant toute une semaine m'agaça. Je passai à l'attaque contre mon metteur en scène. « Dommage que vous ne vous soyez pas intéressé davantage à ce livre. Si vous vous occupiez sérieusement de la préparation et ne laissiez pas tout votre travail de documentation à vos caméramans, vos films seraient peut-être moins superficiels et contiendraient un peu moins d'erreurs. » Puis je présentai des excuses à la petite jeune fille. « Pardon, mademoiselle, nous ne voulions pas vous importuner avec nos discussions professionnelles. En effet, nous préparons un film historique sur la culture étrusque en Bohême. »« Oui,
dit-elle en s'inclinant. C'est un livre passionnant, regardez. Je tendis le livre à la petite jeune fille qui le prit avec une crainte presque religieuse et se mit à le feuilleter distraitement, comme je semblais l'y inviter. Je crois que le château de Pchacek n'est pas loin d'ici. C'était le centre des Étrusques tchèques. Comment y aller ? Dis-je encore. C'est à 2 pas, dit la jeune fille. Et elle s'anima soudain car sa connaissance de la route de Pchacek lui offrait enfin un terrain plus solide dans ce dialogue un peu obscur. Comment ? Vous connaissez ce château ? Demanda Martin, simulant un grand soulagement. Bien sûr, dit-elle. C'est à 1 heure d'ici. À pied ? dit Martin. Oui, à pied, dit-elle. Mais nous avons une voiture, dis-je. Soyez notre notonnier, dit Martin. Mais je préférais ne pas continuer le rire habituel des jeux de mots, car j'ai un diagnostic psychologique plus sûr que Martin, et je sentis que des plaisanteries faciles risqueraient de nous nuire et qu'un sérieux total serait notre meilleur atout. Nous ne voulons pas abuser de votre temps, mademoiselle, dis-je. Mais si vous aviez l'obligeance de nous consacrer 1 heure ou 2 et de nous montrer les endroits que nous souhaitons voir dans la région, nous vous en serions très reconnaissants. Mais oui, dit la petite jeune fille, s'inclinant de nouveau. Je voudrais bien, mais... À ce moment seulement, nous constatâmes qu'elle tenait à la main un filet à provisions où il y avait 2 laitues. Il faut que je porte la salade à maman, et c'est tout près d'ici et je reviens tout de suite. Bien sûr, il faut porter la salade à votre maman, dis-je. Nous vous attendons ici. Oui, j'en ai au plus pour 10 minutes, dit-elle. Elle s'inclina de nouveau et s'éloigna avec empressement. Ça perd l'hypopète, dit Martin. De tout premier ordre, n'est-ce pas ? Je te crois, je suis prêt à lui sacrifier les 2 infirmières. Le piège d'une foi excessive. 10 minutes passèrent, puis 1/4 d'heure, et la petite jeune fille ne revenait pas. Martin me rassurait. Sois sans crainte, s'il est une chose dont je suis certain, c'est qu'elle viendra. Notre numéro était parfaitement plausible et la petite était aux anges. J'étais aussi de cet avis, si bien que nous restions là à attendre, chaque minute avivant notre désir de cette adolescente encore enfant. De ce fait, nous avions laissé passer l'heure de notre rendez-vous avec la fille en pantalon de velours. Absorbés par l'image de la petite en blanc, nous ne songions même pas à nous lever. Et le temps passait. « Écoute, Martin, je crois qu'elle ne viendra plus, dis-je enfin. Comment expliques-tu cela ? Elle nous a cru comme Dieu le Père. Oui, et c'est justement cela notre malheur. Elle nous a trop cru. Et alors, tu voudrais peut-être qu'elle ne nous ait pas cru ? Ça aurait été sans doute mieux valu. Une foi trop ardente est le pire des alliés. Entraîné par cette idée, je commençai un discours. Dès que l'on prend une chose à la lettre, la foi pousse cette chose à l'absurde. Le véritable défenseur d'une politique ne prend jamais au sérieux les sophismes de cette politique, mais seulement les objectifs pratiques qui se dissimulent derrière ces sophismes. Car les clichés politiques et les sophismes ne sont pas faits pour qu'on y croie. Ils servent plutôt d'excuses tacitement convenues. Les naïfs qui les prennent au sérieux y découvriront tôt ou tard les contradictions, commenceront à se révolter et finiront ignominieusement dans la peau d'hérétiques ou de renégats. Non, une foi excessive n'apporte jamais rien de bon, et pas seulement au système religieux et politique, même à notre système, dont nous nous sommes servis pour attirer cette petite jeune fille. « Je te comprends plus, dit Martin. C'est pourtant bien compréhensible. Nous n'étions plus que pour cette petite 2 monsieur très sérieux, et elle a voulu bien se conduire, un enfant bien élevé qui cède sa place aux personnes âgées dans le tram. Mais alors pourquoi ne s'est-elle pas bien conduite jusqu'au bout ? Justement parce qu'elle nous a tellement cru. Elle a apporté les salades à sa maman et lui a tout raconté avec enthousiasme. Le film historique, les Étrusques en Bohême. Et la maman... Martin me coupa la parole. Oui, je comprends la suite. Puis il se leva. La trahison. Le soleil commençait à descendre lentement sur les toits de la ville. Le vent rafraîchissait légèrement et nous étions tristes. Nous allâmes à tout hasard jusqu'au self-service pour voir si la fille en pantalon de velours nous y attendait encore. Bien entendu, elle n'y était pas. Il était 6h30. Nous redescendîmes vers la voiture. Nous nous prenions soudain pour 2 hommes bannis d'une ville étrangère et de ses joies. Et il ne nous restait plus qu'à chercher refuge dans notre voiture. « Eh bien, » s'écria Martin, « une fois dans la voiture, ne fais pas cette tête d'enterrement. Le principal est devant nous. » J'avais envie de répondre que nous ne disposons que d'1 heure pour le principal, à cause de sa Jarmila et de sa partie de cartes. Mais je préférais me taire. « D'ailleurs, » ajouta Martin, « la journée a été bonne. Repérage de la petite de Pouzdrani, abordage de la fille en pantalon de velours, tout est prêt pour nous dans cette ville. Nous n'avons plus qu'à revenir une autre fois. » Je ne répondis rien. Oui, le repérage et l'abordage étaient admirablement réussis. Tout cela était en ordre. Mais je pensais soudainement que Martin, hormis ses repérages et ses abordages, n'arrivait depuis 1 an à rien d'autre. Ses yeux brillaient comme à l'accoutumée de leur lueur éternellement avide.
Je sentis à cette minute combien Martin m'est cher, combien je chéris la bannière derrière laquelle toute sa vie il a défilé, la bannière de l'éternelle poursuite des femmes. Le temps passait, et Martin dit « Il est 7 heures. » Nous garâmes la voiture à une dizaine de mètres de la grille d'hôpital pour que je puisse observer l'entrée dans le rétroviseur. Je continuais de penser à cette bannière. Je me disais que dans cette poursuite des femmes, à mesure que passent les années, il s'agit de moins en moins des femmes et de plus en plus de la poursuite en tant que telle. À condition qu'il s'agisse d'une poursuite d'avance inutile, on peut chaque jour poursuivre un nombre infini de femmes et faire ainsi de la poursuite une poursuite absolue. Oui, Martin se plaçait dans la situation de la poursuite absolue. Nous attendions depuis 5 minutes. Les jeunes femmes ne venaient pas. Cela ne m'inquiétait nullement. Qu'elles viennent ou qu'elles ne viennent pas, ça n'avait aucune importance. Car seraient-elles venues, pouvions-nous en 1 heure les conduire dans un chalet lointain, gagner leur confiance, coucher avec elles pour prendre poliment congé à 8 heures et nous en aller ? Non. À partir du moment où Martin avait décidé que tout devait être terminé à 8 heures, il avait transféré, comme tant de fois, cette aventure dans le domaine du jeu illusoire. Nous attendions depuis 10 minutes. Personne ne se montrait à l'entrée de l'hôpital. Martin s'indignait et criait presque. « Je leur donne encore 5 minutes. Je n'attendrai pas davantage. » Martin n'est plus jeune, pensais-je encore. Il aime fidèlement sa femme. Il mène, à vrai dire, la vie conjugale la plus rangée qui soit. C'est la réalité. Et au-dessus de cette réalité, au niveau d'une innocente et touchante illusion, la jeunesse de Martin continue. Jeunesse inquiète, turbulente et prodigue, réduite à un simple jeu qui ne parvient plus à franchir les lignes de son terrain pour atteindre la vie et devenir réalité. Et comme Martin est le chevalier aveugle de la nécessité, il convertit ses aventures en innocence du jeu. Sans même s'en douter, il continue d'y mettre toute son âme ardente. Bon, me disais-je, Martin est prisonnier de son illusion, mais moi, pourquoi est-ce que je l'assiste dans ce jeu ridicule ? Moi qui sais que tout cela n'est qu'un leurre. Ne suis-je pas encore plus ridicule que Martin ? Pourquoi feindre d'espérer une aventure amoureuse quand je sais fort bien que je peux tout au plus m'attendre à perdre 1 heure, ratée d'avance avec 2 femmes inconnues et indifférentes ? C'est alors que je vis dans le rétroviseur les 2 jeunes femmes franchir la grille de l'hôpital. Même à cette distance, on distinguait l'éclat de la poudre et du rouge sur leur visage. Elles étaient vêtues avec une élégance tapageuse. Et leur retard était certainement lié à leur mise si bien apprêtée. Elles regardaient autour d'elles et se dirigeaient vers notre voiture. « Tant pis, Martin, dis-je, feignant de ne pas avoir vu les 2 femmes. Le quart d'heure est passé, partons. » Et j'appuyai sur l'accélérateur. Le repentir. Nous allions sortir de la ville de B, passer les dernières maisons, pénétrer dans un voyage de champs et d'arbres avec le soleil qui descendait sur les crêtes. Nous nous taisions. Je songeais à Judas Iscariote, dont un auteur spirituel a dit qu'il a trahi Jésus justement parce qu'il croyait infiniment en lui. Il n'a pas eu la patience d'attendre le miracle par lequel Jésus devait manifester à tous les Juifs sa puissance divine. Il l'a donc livré aux sbires pour le contraindre enfin à l'action. Il l'a trahi parce qu'il voulait hâter l'heure de sa victoire. Hélas, me disais-je, si j'ai trahi Martin, c'est au contraire parce que j'ai cessé de croire en lui, et dans la puissance divine de sa course aux filles. Je suis un hybride infâme de Judas Iscariote et de Thomas, celui qu'on appelle l'incrédule. Je sentais que ma culpabilité augmentait encore ma sympathie pour Martin, et que sa bannière de l'éternelle poursuite des femmes, cette bannière que l'on entendait frémir sans cesse au-dessus de nos têtes, m'attendrissait jusqu'aux larmes. Je commençais à me reprocher ma précipitation. En effet, serais-je capable, un jour, de renoncer moi-même à ces gestes qui signifient la jeunesse ? Et que pourrais-je faire sinon me contenter de les mimer, et tenter de trouver dans ma vie raisonnable un petit enclos pour cette activité déraisonnable ? Qu'importe que tout cela soit un jeu inutile. Qu'importe que je le sache. Vais-je renoncer à jouer le jeu simplement parce qu'il est vain ? La pomme d'or de l'éternel désir. Martin était à côté de moi sur son siège et se remettait lentement de son dépit. « Écoute, me dit-il, ton étudiante en médecine, c'est vraiment de si grande classe ? Je te l'ai dit, de la classe de ta Jarmila. » Martin me posa encore d'autres questions. Il fallut encore une fois que je lui décrive l'étudiante en médecine. Puis il dit « Tu pourrais peut-être me la passer après. » Je voulais être vraisemblable. « Je crains que cela ne soit difficile. Ça la gênerait car tu es mon ami. Elle a des principes. » « Elle a des principes, » répéta Martin tristement, et je vis bien qu'il le déplorait. Je ne voulais pas le tourmenter. « À moins que je ne fasse semblant de ne pas te connaître, dis-je. Tu pourrais peut-être te faire passer pour quelqu'un d'autre. »« Bonne idée. Par exemple me faire passer pour Foreman, comme aujourd'hui. »
Les cinéastes ne l'intéressent pas, elle préfère les sportifs. Pourquoi pas, dit Martin. Tout est possible. Et nous étions de nouveau en pleine discussion. Le plan se précisait de minute en minute. Il allait bientôt se balancer devant nos yeux dans le soir qui commençait à tomber, comme une belle pomme mûre et radieuse. Permettez que j'appelle cette pomme, avec une certaine emphase, la pomme d'or de l'éternel désir.